8e épisode accompagné de Corinne Vanier, physiothérapeute. Super épisode où est-ce qu'on va parler de béance vaginale quand le vagin reste ouvert. Donc, on peut avoir, par exemple, des bruits d'air vaginaux, de l'eau qui s'écoule quand on sort du bain, de la piscine, moins de sensations aux relations, descente d'organes, l'odeur. Bref, béance vaginale, donc c'est ce que notre ami de la communauté nous a partagé. Et ça nous a amené à parler aussi de trauma de naissance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, culturellement pour venir changer un peu le monde des naissances et peut-être un peu plus prévenir des blessures qui peuvent amener des séquelles ou des désagréments là, qui perdurent dans le temps. Donc, belle intervention avec Corinne. Encore une fois, je te souhaite plein de belles découvertes. Je te partage plusieurs exercices aussi pour la béance vaginale. Donc, bonne écoute! Épisode 8, Corinne. Oui. Super contente d'être en compagnie, encore une fois, de Corinne Vanier, physiothérapeute. On s'est mis dans notre local. Si vous avez suivi les autres épisodes, on est en alerte de tornade et vraiment, là, le tonnerre gronde, c'est l'enfer. Il fait noir comme si c'était la nuit puis on était en plein jour. Fait qu'on s'est mis dans un local sans fenêtre puis crème, je suis bien là-dedans. C'est cosy. On sent, c'est feutré. On a envie de chanter. Non? Je vais te laisser faire. Pas à ce point-là. Pourtant, hein, plus qu'on a un bon périnée, plus qu'on chante bien. Effectivement. Puis on peut vraiment comme faire circuler l'énergie aussi. Ça a l'air en chantant. Puis, bon, tu vois, périnée, chant, hein, c'est tout à fait lié. Fait que nous voilà dans notre local feutré pour notre dernier épisode côte à côte, à moins que celui-ci soit éclair et qu'on ait le temps d'en faire un autre, mais qui sait? Ça me surprendrait. Quand je nous regarde aller, on en a plus à dire que pas assez. On verra. Peut-être. Peut-être. Un petit dernier rapide. On verra. Donc, je te présente mon bassin. T'es-tu prête à choisir le sujet de l'épisode? On dirait que c'est choisi lui-même. Eh bien, notre bassin a expulsé. Il a accouché du sujet du jour. C'est celle-là qu'on prend, pas le choix. La déesse du périnée nous a guidés. Voilà. Je suis devenue bonne en plus. J'ai le consentement, Corinne. Super. Étape légale. Check. Crochet. C'est important. Madame S. Elle a oublié de mettre un nom de scène rigolo. Fait qu'on va l'appeler S. Oh! On n'aura pas eu de joie, hein, ensemble? Oh non. Mais t'en as-tu des joyeuses des fois? Je sais qu'il y en a. J'en ai entre-regardé, puis je sais qu'il y a des tu sais, qui donnent du courage, qui donnent de l'espoir, tu sais, vraiment comme c'est positif. Bien, je dis positif. Faut croire que les femmes avaient besoin de notre support moral. Mais en même temps, t'es bonne là-dedans, parce que tu le vois, toi, chez tes clientes, qu'il y a juste du périnée, ça suffit pas, là. Faut aller comme une coche de plus. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est sorti du vagin de notre maquette. Une autre histoire, là, je suis pas capable de dire exaspération. Je me mélange des S puis des X. Puis déception. OK. On va voir. Depuis que j'ai eu mes 2 enfants, j'ai vraiment de la difficulté avec ma région pelvienne. Après plusieurs mois de physio et même une opération du périnée, mon vagin est toujours béant. Oh! Béance vaginale. J'adore les béances vaginales. Donc, on continue. Même si je poursuis mes exercices à la maison, je me sens complètement découragée face à une amélioration. Ceci dit, cette béance nuit à ma sexualité. Oh mon Dieu, je sais. Et j'ai beaucoup de craintes face à mon avenir. C'est fou comment que les symptômes pelviens, là, ça joue sur la qualité de vie. Mais je pense que aussi il y a comme la notion de notre identité de femme qui passe par notre sexualité, notre périnée, tu sais, si tu... Mettons un homme, là, qui aurait des problèmes de pénis, là. Tu sais, on peut s'imaginer à quel point ça les affecte, là, dans leur sentiment de masculinité, là. Ben, c'est pareil pour nous autres. C'est pareil pour nous. Ouais. Ça n'a juste pas été véhiculé dans notre société que notre sexualité est importante. Puis effectivement, c'est vraiment frustrant. Puis moi, la béance vaginale, ça m'avait toujours beaucoup intéressée. J'étais attirée par ça
bien avant d'en avoir une. Puis effectivement, tu sais, virtuellement, j'ai tellement de clientes. J'ai quand même fait des liens là entre celles qui avaient des béances récalcitrantes. Qu'est-ce qu'il y avait en commun? Puis là, ce que j'ai à transmettre, là, c'est pas soutenu par la littérature, c'est vraiment mes observations cliniques. Mais j'en ai eu une, moi, une béance. Ouais. Après, quel bébé? Le 4. OK. Ouais, mais c'était pas parti pour que j'en aie une. Parce que moi, ma réaction à un accouchement, c'est au contraire, me refermer, Ouais. plutôt faire même un vaginisme, Ouais. puis c'est problématique, là. Fait que c'est ce que je traite mes 3 premières fois. Mais ma 4e fois, après la naissance de mon enfant, à vrai dire, pourquoi j'ai été provoquée, c'était dans le temps de la COVID, hein, moi, ce bébé-là. Et j'avais une de mes amies qui avait attrapé la COVID, puis enceinte en fin de grossesse. Puis elle n'arrivait pas à tousser, elle était en détresse respiratoire, puis elle a eu besoin d'être hospitalisée. Puis il a fallu sortir son bébé par césarienne. Puis elle n'a pas pu voir son bébé tant qu'elle avait la COVID. Fait que, tu sais, C'est intense, ça. le traumatisme, là, est absolu. Ouais. Moi, là, qu'on m'enlève mon bébé, écoute, je sais même pas si j'aurais survécu à ça. Ouais. Fait que un mardi matin, le 29 mars 2022, c'est un mardi, sachez, je me suis levée, puis il y avait une grande vague de COVID dans mon entourage et Mérédith, elle a 7 ans à l'époque, a fait de la fièvre. Puis là, je me suis dit, asti, c'est la COVID. Puis moi, je le savais. J'étais déconditionnée. J'avais plus de force. J'étais en important surpoids. Je me sentais pas Tu voulais pas capable. pogner une pneumonie, là. C'est ça, je me sentais pas capable. Ouais. Je me sentais en danger. Je l'ai eu, la COVID, enceinte de ce bébé-là, en plus. En début de grossesse, ça avait super bien été. S'il n'y avait pas eu la COVID autour de moi, j'aurais cru que c'était finalement un rhume. Tu sais, je l'ai vraiment eu facile. Mais en fin de grossesse, je me sentais pas capable et j'avais peur de vivre ce que mon ami venait de vivre là, 1 mois ou 2 avant moi. C'est clair. Fait que là, je me disais, si ça me prend juste un test de COVID positif, je vais me ramasser en césarienne, on va m'enlever mon... Et là, je paniquais, là. Ouais, la cascade de... Ouais. Fait que je suis arrivée à ma sage-femme ce matin-là, je pleurais, j'avais le souffle coupé, l'anxiété, là, 1 million dans le tapis. Ma fille fait de la fièvre. C'est sûr, c'est la COVID. Elle dit là, je vois que ça va pas, Mel. Veux-tu qu'on te provoque? Puis qu'ils m'ont provoqué. Fait que j'ai eu mon bébé et je l'ai eu à 9h le soir. Et là, je te raconte ça, là. Ouais. J'aime ça raconter mes accouchements, OK? Mais ça a le rapport. On va revenir à l'histoire. C'est pour ça que je travaille. Hein? En périnée. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu mon bébé vers 9h le soir, mettons. Puis à 9h30, mon chum me dit Asti, j'ai mal à la gorge, Mel. Oh. Et puis mon chum, là, Il n'a jamais mal à la gorge. il a jamais mal en gorge en 15 ans qu'on est en couple. Ouais, OK. Je me sens pas bien. Et c'est ma faire de la fièvre. Mais là, vous êtes en salle d'accouchement. Là. Ben là, on a eu le bébé à sage-femme, là. Ouais, OK. OK. En maison des naissances. Finalement, là, on pogne la COVID, là. Toi, tout. Ah, c'est... Mais là, ça, Fois. c'est la 2e fois en pas long, là. Ben, je l'ai eu en octobre. Puis là, je suis en mars. OK. Fait que, moi, c'est quand même pas long. Mais là, elle est rough cette fois-là. Là. Elle est vraiment rough. Ouais. Fait que l'affaire est rough. Mon chum l'a eu rough en temps. Puis lui, il est jamais malade, OK? Ouais. Moi, j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût. Puis moi, par contre, OK, moi, je suis hyper sensible. Puis je me suis dit, hey, ce serait le fun, tu sais, que mon odorat revienne, mais partiellement. Ah, Parce que moi, je sens toutes les odeurs. Ça me lève le cœur. J'ai tout le temps mal au cœur, tout pue. Tu sais, c'est comme vraiment... Puis je me disais, tu sais, ça pourrait être bénéfique. Mais bref, on n'est pas là-dedans, là. Mais fait qu'on a eu la COVID, puis je venais de sortir un bébé de 10 livres. Mon ventre, qui était mou. fait que là, Mon vagin, compétence. mou. Fait que j'essayais de tousser, là. Puis j'étais comme incapable de sortir de l'air. Ouais. Je me noyais dans mes sécrétions. Puis à un moment donné, j'étais en train de dormir. Puis j'ai essayé de tousser. J'y arrivais pas. Puis j'y arrivais pas. Puis j'essayais d'appeler de l'aide. J'avais même plus la force tellement que j'étais désaturée en oxygène d'appeler à l'aide. Fait que j'étais... As-tu fait une pneumonie après tout ça? Je sais pas, mais je me suis comme... Tu sais, j'arrivais pas à sortir les sécrétions. Je me noyais de plus en plus. Ouais. Puis là, tu sais, je voulais pas aller à l'hôpital. J'avais peur qu'il m'enlève mon bébé. Oui. Ah, t'imagines-tu? Fait que là, je suis restée comme dans un gros Ça n'a pas été traumatisme. un postpartum Non. tout doux, hein? Fait que ça a été Ouais. tellement violent, la toux postnatale, que là, mon vagin s'est complètement ouvert.
OK? Mais vraiment, tu sais, un point, je me déplaçais un peu sur la chaise, puis là, l'air passait dans mon vagin. Tu le sentais, ça rentrait? Ça rentrait, puis ça sortait avec du son. Des pets de noun, là? Des gaz vaginaux. Ouais, dans les dossiers, on écrit des bruits d'air vaginaux. Et puis ça, mes enfants trouvaient ça bien drôle. Oh. Eux autres, pour eux, là, ça a été une bonne blague que je leur faisais Ouais. de m'accroupir. C'était, on l'entendait. On l'entendait. Fait que j'ai vraiment eu ça, moi, une béance. Puis effectivement, la pénétration, c'est comme s'il n'y avait rien qui se passait. Fait que c'est comme une perte de sensation, là, qui est comme l'inverse de notre vaginisme, c'est toutes les autres conditions. Ben oui, c'est comme il se passe rien, c'est tellement plate et frustrant, tu sais. Les brûlures vaginaux, mais aussi la sensation de lourdeur. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui... C'est comme pas de soutien. C'est pas de soutien. Fait que, tu sais, plus la journée avançait, plus j'avais des descentes d'organes, tu sais, plus c'était lourd, j'avais mal au dos, tu sais. Bref, le bordel était pogné, c'était tout pogné là-dedans, là. Ouais. Fait que béance, c'est devenu comme quelque chose qui me passionne quand même, moi, là. Parce que tu l'as vécu, puis tu sais comment tu t'en es sorti, fait que... C'est ça. Ouais. Fait que c'est là que j'ai développé les souffles pelviens. Tu sais, t'auras aucun article qui va en parler. Ouais. Moi, j'ai décidé que ça existait. Les façons... Je l'ai lu dans ton livre, là. Ouais, mais t'avais jamais entendu parler de ça. Non, je l'ai inventé. Non, mais je l'ai pratiqué sur moi, puis c'est vrai qu'on le sent. On le sent bien. On le fait-tu? Faut que tu me guides, là, je les connais pas toutes par cœur. On fait ça, OK? Encore une fois, je le répète, vous lirez pas d'article là-dessus. J'ai décidé que ça existait. Puis, on va le vivre ensemble. Oui. Vivons-le. Vivons-le. Fait que, on va s'asseoir droite, hein? Oui. Décroiser nos jambes. Oui, sentir notre vulve sur la chaise. Fait que sentez vos vulves sur la chaise. Fait que là, on va inspirer. Et en soufflant l'air doucement, on va venir retenir gaz et urine. En douceur, hein, parce qu'on veut pas que les fesses contractent, les cuisses contractent. On va faire ça. Non, c'est ça, on veut pas se lever de la chaise. Là, vous voyez, je suis contractée, mon souffle n'a aucunement changé. Fait que tu te rends, tu sais, une petite contraction. Fait que c'est comme si notre vulve voulait décoller. Mais elle décolle pas vraiment, on s'entend? Okay. C'est interne. On le sent à l'intérieur. C'est ça. C'est un petit ascenseur qui monte. Là, ça, pour moi, c'est le souffle 1. Deuxième souffle, là, on va se rajouter un peu d'anus là-dedans. Tu sais, on se fait un petit clin d'œil d'anus, là. On le sent qu'il s'en vient vers l'avant, puis vers... Oui, tout notre paquet s'en va vers en avant. Fait que ça, c'est le deuxième souffle. Ouais. Troisième souffle, c'est celui pour la béance. Oui. Là, on imagine qu'il y a des portes. Ça, c'est celui que j'ai le plus de difficulté à sentir. Ah, moi, je suis bonne. Je lisais ton livre, puis j'étais comme les portes. On dirait que j'ai envie d'aller serrer mes adducteurs quand je fais ça. Oh non, non, non. Non, ben je sais que non. Ben oui, tu le sais. Mais sais-tu comment je l'ai travaillé, moi? Ouais. Mes portes d'ascenseur, je l'ai travaillé en posture grenouille. Mais tu penses-tu que quelqu'un qui a des tensions pelviennes va moins sentir ce souffle-là? Moi, je sais que mon périnée, il est toujours un peu tonus à +1. Là. C'est ça, plus t'es tendu, moins tu sens tes contractions parce que t'es déjà contracté. Fait que t'es comme... Puis ça, tu sais, ça n'a comme pas rapport à béance, mais souvent, debout, on va les sentir moins, justement, nos contractions. Pas parce qu'on est moins forte, parce qu'on est déjà plus contracté. Engagé. Ouais. Fait que ça, sachez, vous êtes normales, les filles. Mais fait que... Effectivement, ça se peut que tu le sentes moins, mais pour valider, finalement, si tu contractes vraiment sur les côtés, tu pourrais juste avec ton doigt. Ou est-ce que quelqu'un qui fait le premier souffle, mais trop fort, sentira plus les côtés à la fin parce qu'il a déjà engagé cette partie-là? Non, je pense pas. OK. Bon. Moi, je pense pas parce qu'on vient recruter autrement. Ouais. Puis moi, tu sais, vraiment, là, s'il y avait une compétition de périnée, je serais pas loin de la gagner. Je suis vraiment forte. De mon plancher pelvien, je suis vraiment forte. Surtout depuis que je fais les cours de périnée 4 fois par semaine, là. Oui, puis t'es assidue en plus. Ah, je suis assidue. Ouais. Écoute, je pourrais te casser un doigt par là. OK? Fait que, non. Puis, je le sens très bien, la fermeture latérale. Je l'ai beaucoup stimulée aussi. Ouais. Fait que même si je suis très forte dans toutes les directions, on peut venir rajouter une intention. Puis, effectivement, on pourrait tricher des cuisses, puis ça l'aidera pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, c'est ça, je vais m'installer en grenouille au sol, les pieds au mur pour venir stimuler. On en a parlé dans un autre épisode comment les pieds est important dans l'activation du périnée. Puis là, je vais venir fermer mes portes. Puis là, ça dissocie finalement mes cuisses. Parce que là, mes cuisses sont tellement en étirement qu'ils sont défavorisées. Mais je vais aussi le travailler en squat au mur avec un oreiller entre les cuisses. Fait que là, je vais venir travailler mon plancher pelvien, serrer mes cuisses. Puis là, m'amuser à desserrer mes cuisses sans perdre mon vagin.
Fait que là, on est Pour en train... l'isoler, là. Ouais, on est en train de travailler cette fermeture-là, puis la dissocier des jambes. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué chez mes clientes qui avaient des béances récalcitrantes, c'est qu'il y avait beaucoup de tension dans cette chaîne musculaire-là au niveau des adducteurs, fait que l'intérieur des cuisses, derrière les mollets et dessous les pieds. Fait que là, je me suis dit, crème, sais-tu, tu sais, parce que le plancher pelvien fait partie de la chaîne que je viens de décrire, mais ça monte aussi avec le psoas iliaque, le diaphragme, les muscles en avant du cou. Fait que, tu sais, nos muscles sont comme tout attachés en chaîne. Puis c'est ça, là, je me disais, est-ce que nos muscles de jambes, finalement, tendus, ils tireraient pas, tu sais, sur notre vagin, puis ils l'ouvriraient pas? Ouais, ben comme des adducteurs raides. Des adducteurs, les mollets et les fascias plantaires. Fait que là, je me suis dit, OK, tu sais, on va comme venir masser ça, voir. Puis effectivement, ça l'a eu... Pour que ça donne du lousse en haut puis que ça referme mieux, finalement. Oui, là. ça l'a aidé à venir fermer. Fait que, tu sais... C'est tellement intéressant. Ben, c'est cliniquement... global, c'est le fun de savoir que c'est pas juste le vagin, là, tu sais. Non, c'est pas juste le vagin. Corps, ouais. Puis ça, oui, effectivement, venir stimuler avec le doigt, tu sais. Tu insères ton doigt dans ton vagin, puis tu pousses ton doigt sur le côté, puis là, ton doigt, il force contre ton vagin force contre ton doigt. Puis là, il y a comme une petite guerre qui va gagner mon doigt, mon vagin. Fait que ça, tu viens stimuler cette fermeture-là. Puis tu peux la faire à différents niveaux parce que des fois, tu peux avoir une béance à l'entrée du vagin. Mais des fois, ton entrée du vagin, il n'y a pas de béance, puis c'est dans le fond que tu en as une. Fait que là, c'est à toi de voir, et où, toi, ta béance? Es-tu partout? Es-tu plus au fond? Es-tu plus à l'entrée? Fait que tu peux venir avec ton doigt vraiment travailler où est-ce que c'est un peu trop ouvert, là, dans ton vagin. Et c'est ça. Fait que moi, en tout cas, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Puis j'ai pas fini d'apprendre, puis de découvrir, puis de faire des liens, tu sais, avec toutes mes clientes, mais travailler nos chaînes musculaires, travailler à ce que nos jambes, finalement, se dissocient de notre plancher pelvien, utiliser nos jambes d'une façon que ça stimule cette fermeture-là, et tous les exercices unipodaux. Ça l'a vraiment aidé. Ah oui, mais c'est parce que j'ai lu ton livre, fait que je sais où tu t'en vas avec ça. Tu sais où je m'en vais, hein? Ben, à cause qu'on veut pas que notre bassin soit en train de lambour, là. On veut pas avoir un déhanchement qui va venir finalement tirer là, sur une des attaches. Ou défavoriser la contraction d'un côté, ce qui fait que ça reste ouvert. Mais ce que j'ai réalisé, c'est quand on vient travailler justement en mise en charge sur une jambe. Par exemple, ben là, c'est des exercices spécifiques, là, mais mettons les lunges. Le clam, c'est un exercice que les gens connaissent. Le pont sur un pied. Fait que tous les exercices qui viennent sur un côté, si tu travailles à ramener ton poids au centre de toi-même, parce que quand tu es sur une jambe, tu as envie de tomber sur cette jambe-là. Mais si tu fais l'effort de garder ton centre de gravité centré, cet effort-là que tu fais dans ton vagin puis dans ton ventre, ça va venir refermer ton vagin. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup faire des exercices unipodaux chez mes clientes avec béance pour ramener le centre d'équilibre au centre. Puis c'est vrai qu'en fin de grossesse, notre unité interne le fait moins, hein, nous ramener au centre parce qu'on n'a plus d'espace pour faire un câlin à nos organes. Là, on va marcher comme un pingouin à gauche puis à droite. Oui. Fait que des fois, tu accouches puis ton corps, il a comme oublié. Parce que l'unité interne est comme inhibée, là, finalement. Là. Puis il y a des filles, ça revient tout seul, mais il y a d'autres filles qui ont besoin finalement qu'on restimule la centralisation du poids dans l'espace, là, que moi j'appelle. Fait que ça vient jouer au niveau de la béance. Mais effectivement, c'est super frustrant. Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de frustration face aux injustices dans la vie, là. Puis pour moi, c'est une grande injustice qu'on enfante, puis que les gars n'aient pas de défis physiques, tu sais, puis qu'on aille toutes, là. Ça, effectivement. Ça me forge vraiment beaucoup. Fait que c'est comme, moi, quand j'ai vécu des symptômes pelviens, c'est comme si on me dépossédait de mon corps. Fait que ça m'amenait beaucoup de frustration. Fait que je comprends vraiment. C'est Madame qui, déjà? Madame S. Je suis vraiment de son bord dans l'émotion, là. Ben, c'est normal d'être découragée, je pense. Surtout si, en postnatal, il y a comme tout l'aspect de la charge mentale aussi, des soins au nouveau-né. Fait que, tu sais, s'il y a un débalancement en plus de ce côté-là, puis qu'en plus, tu as plein de symptômes physiques, c'est comme ça rajoute là, au sentiment de balancier qui est débalancé, là, finalement. Oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Fait que béance, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a quand même beaucoup à faire,
que c'est peut-être pas nécessairement supporté par la littérature, mais tu sais, t'es-tu en danger d'essayer? Non, puis t'empireras pas tes symptômes ou sinon tu vas le sentir si tu t'empires. C'est ça qui est fun avec la physio, c'est que c'est pas comme un médicament qu'on prend, c'est comme, tu sais, si tu fais les exercices puis tu te sens pire, ben on va réajuster. Puis tu sens quand il te fait du bien ton exercice, Ben oui. puis ça te donne le goût de le refaire. Fait que là, moi, je parlais de la grenouille tantôt, mais il y en a d'autres que vraiment je faisais, puis je sentais ma béance fermée. Je me disais, oh wow, ça fait du bien. Fait que, tu sais, ça finit par se refermer, là. Je sais pas, tu sais, parce qu'on peut jamais faire de promesses de résultats. Fait que là, je veux pas qu'on pense que je suis en train d'essayer d'en faire. Mais je sais pas autrement. Est-ce qu'on peut avoir des blessures qui font que notre béance ne se refermera pas? Tu penses qu'il y a des conditions, tu sais, mettons vraiment... Vite de même, on dirait non, là. T'aurais jamais rien lu, Ben, non. Mais en même temps, c'est pas le sujet auquel je me suis le plus intéressée. Fait que je pense qu'elle était plus calée que moi dans ce créneau-là. Ouais, fait que non, je sais pas si il y a des conditions parce que là, tu sais, là, je pense au trauma de naissance, tu sais, forceps, ventouse. Ben, ce qui est déchirure, là, tu sais, si j'ai une grosse déchirure d'épisio, là, super adhérente, tu sais, oui, là, ça va tirer d'un bord parce que, surtout qu'ils font souvent ça en angle, fait que, tu sais, ça va favoriser la béance d'un côté, j'imagine, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ben, il y a les avulsions, là, je viens de penser. Oui. Ça, les avulsions, c'est quand notre musculature, finalement, se désinsère là, de notre pubis. Ça peut créer une forme de béance aussi. Puis le renforcement est comme moins efficace. Puis ça, c'est... Oui. Puis ça, c'est plate parce que je l'ai lu, la statistique. Combien de femmes vont avoir des avulsions musculaires? C'est quand même beaucoup, hein? Oui, c'est vraiment très, très commun. Encore une fois, je pense que de revisiter un peu notre culture des naissances, aussi notre préparation mentale, oui, notre consentement éclairé et soutenir notre corps. Puis ça, je le vois beaucoup. Moi, je suis beaucoup de douleur parce que je suis vraiment très active dans changeant le monde des naissances, rendons ça plus doux pour nos périnées, mais pour nos expériences en tant que femmes aussi. Ouais. Il y en a des doulas, tu sais, je pense que je les frustre beaucoup quand je parle de préparation à la naissance. Je pense que ça dépend de la vision des... Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire parce que je pense qu'il y a un gros courant de le corps de la femme a tout ce qu'il a besoin pour être prêt et donner naissance. C'est beau, c'est pas un trauma. Fait que je comprends un peu leur mindset puis d'où la croyance vient, mais comme dans notre nature de physio, on voit c'est quoi l'effort que ça demande, l'étirement musculaire que ça demande. Fait que pour nous, c'est juste naturel de dire, on va se préparer physiquement. C'est comme aller courir un marathon. On tirera pas de 0 à 100%. Tu sais. Ben, c'est comme, moi, c'était de la gymnastique, mon sport, tu sais, j'aurais jamais fait la split en compé, là. Je l'avais faite longtemps avant, tu sais. Fait que quand on y pense juste physiologiquement, un muscle commence à s'étirer, ça fait juste du sens pour nous de dire, on va préparer le corps à la naissance. Parce que c'est vrai, quand l'environnement est favorisé au niveau hormonal, ça vient jouer beaucoup. Par contre, je pense pas que c'est tout, parce que on connaît pas le vécu de la personne devant nous. Fait que si, par exemple, elle a eu une blessure au coccyx, sa musculature, comment va réagir. Puis je pense que ce que les doulas sont pas contentes, tu sais, quand je parle de préparation à la naissance, puis c'est toujours touché, là, parce que c'est une façon de parler qui peut être mal perçue, mais je pense qu'ils se disent, c'est est-ce que j'enlève de la confiance? Tu sais, dans le fond, on veut que les femmes aient confiance en leur capacité, puis on est plus comme, faut redonner ce pouvoir-là aux femmes. Est-ce qu'on en enlève en disant, faut que tu prépares ton corps, il est pas prêt, parce qu'il y a un côté que ton corps, il sait. Puis au contraire, on t'a tellement dit que tu savais pas, faut qu'on te ramène à savoir. Mais je pense qu'il y a une grosse sagesse qui s'est pas transmise de femme en femme, qui s'est perdue dans le temps. Puis je suis certaine, moi, que fut une époque, on enseignait aux femmes à détendre leur musculature. Je suis certaine qu'il y avait des soins, le postnatal. Je suis certaine qu'ils savaient un peu notre métier de physio, finalement, puis se le transmettaient de mère en fille. Pour que ça se passe bien, pour que ça soit doux, puis... Ouverture de bassin, comment se positionner... Moi, je dis ce que je pense par rapport à ça, là, c'est que le fait de faire les exercices de préparation, entre guillemets, on pourrait trouver un autre mot qui est plus empowering, si on veut. J'y ai pensé. Ouais.
Moi, maintenant, je vais dire programme de grossesse. Ouais. C'est plus comme nerd. Parce que c'est vrai qu'on veut pas transmettre un sentiment de peur, mais au contraire, je trouve que de faire ces exercices-là puis de prendre connaissance de toutes ces notions-là, ça redonne le pouvoir, ça donne la confiance de dire « Hey, mon corps, il est prêt parce que j'ai fait des exercices, je l'ai tiré, je sais que mon périnée est prêt, je sais que c'est efficace, ces exercices-là, parce que c'est pas juste nous qui le dit, c'est la littérature scientifique, là. » Oui, puis ça, dans les lectures que je fais présentement pour l'écriture de mon prochain livre... Oui. Grossesse 2 points, ma vulve là-dedans. C'est un bon titre. Ah, ça va être bon, j'ai hâte de lire. Moi aussi. Quand il va être fini, j'ai hâte de le relire. Mais là, pour l'instant, je suis dedans. Mais il en parlait, tu sais, le pourcentage. Puis là, il y a trop de pourcentage dans ma tête pour que je sache exactement. Puis je pourrais l'écrire dans la publication sur le podcast. Mais c'est tellement grand le nombre de femmes qui connaissent pas l'anatomie de leur région pelvienne. Tu sais, il y a un côté culturel qu'on est tellement... On s'est désapproprié cette région-là. Puis je pense qu'il y a un gros côté d'enseignement qu'on doit connaître. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de nos jambes pour que l'accouchement se passe bien. Oui, puis d'être à l'écoute des signaux de notre corps. Tu sais, l'histoire de Madame... On est rendu S. Madame S, là, c'est comme les alertes, là, les symptômes, un coup qui sont là, est à l'écoute de son corps. Mais c'est comme si on a perdu cette notion-là d'être à l'écoute de notre corps, même quand il va bien aussi. C'est juste quand ça va mal que là, on commence à se focusser sur notre région pelvienne, sur nos ressentis physiques. Il y a comme un peu une déconnexion. Moi, là, je le ramène tout le temps au dentiste, hein? Tu le sais, là, à chaque jour, je ramène ça au dentiste. C'est comme si tu te mettais à te brosser les dents quand tu as une carie. Oui, tu sais, ça fait pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fait que moi, je pense qu'il y a une grande préparation qu'on a besoin de faire qui est en l'éducation. Juste connaître ton corps, il est fait comment. Ton bassin, il bouge comment? Quel mouvement fait quoi au niveau de ton bassin? Puis on s'entend pendant l'accouchement si effectivement tu as travaillé tes perceptions, ta peur, tout notre conditionnement finalement qui nous provient de beaucoup d'événements. Mais si on l'a travaillé, effectivement, on est plus à l'écoute de bébé puis de la façon que bébé bouge. On va savoir comment se placer pour le soutenir. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose d'environnemental qui a un très grand impact, mais en même temps, tu sais, ton bassin bien souple, ta musculature qui est réceptive, hein, quelqu'un qui est en vestibulodynie, là. Ouais. Si tu as fait un beau chemin, que la musculature a un tonus un peu plus optimal avec les hormones, t'es une coche de mieux. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une composante quand même qu'il faut retomber un peu dans la réalité, puis faire équipe plutôt là avec ces doulas-là qui... Oui, définitivement. Qui veulent changer le monde, mais nous aussi, tu sais. Je pense que les deux, on veut le bien-être des femmes, finalement. Puis, je suis persuadée que toutes les femmes qui travaillent en santé pelvienne, en physiothérapie comme nous, on a tout à cœur. On est tout un peu la fibre féministe, puis on a tout à cœur la santé pelvienne des femmes. Fait que notre but, c'est vraiment pas de leur faire peur, là. T'sais, on est toutes super englobantes, on a chacun notre couleur, mais le fond, ça reste le même. Là, c'est qu'on veut vraiment accompagner les femmes, puis on veut vraiment qu'ils se sentent bien. Fait que je pense pas que faut que... Peut-être que le mot dérange, préparation, mais le vibe en arrière, c'est sûr que c'est un vibe de... On veut donner confiance aux femmes. En bout de ligne, c'est ça qu'on veut. Je pense, s'il y a des professionnels qui nous écoutent, je pense que ça pourrait être le mot d'ordre. Tu sais, on se met tous d'accord quand on parle à une femme enceinte que ce qu'on veut, c'est qu'elle ait tout son pouvoir. Ouais. Qu'elle ait toutes les connaissances par rapport à elle, pas des connaissances qu'on lui impose un choix, mais qu'on lui fasse confiance, qu'elle sait choisir ce qui est le mieux pour elle et son bébé. Fait que moi, j'aimerais vraiment avoir cette mentalité-là. Ce serait un beau mot d'ordre. Puis effectivement, il a fallu que je change ma façon de communiquer parce que tu le sais là, comment je suis colorée puis je travaille beaucoup à me modérer dans mes propos. Mais effectivement, notre but comme physio, c'est pas de faire peur. Non, jamais. Mais ça se pourrait, même si c'est pas notre but, des fois, qu'on ça peut fasse être maladroit. peur. Oui, fait que c'est à se questionner, nous, comme professionnels, qu'est-ce qui fait que dans notre pratique, c'est frustrant pour des gens comme les doulas super allumés qui changent le monde, là. C'est à nous, je pense, de nous questionner que même si nos intentions ne sont pas celles-là, si c'est perçu, ça reste quand même problématique. Oui, effectivement.
Ouais. Fait que moi, je suis beaucoup dans ce questionnement-là. Comment je peux, avec mes connaissances, redonner du pouvoir aux femmes sans leur faire peur parce qu'on reste un métier qui est paramédical? Ouais. Oui, oui. C'est basé sur la science, les médecins réfèrent à nous. Fait qu'on peut pas... on peut, tu sais, comme moi, j'utilise les mots d'affirmation avec mes clientes. Puis c'est toujours backé par la science dans le sens que c'est une modalité qui est reconnue pour les femmes qui accouchent, que ça diminue la douleur. Mais c'est pas que, tu sais, le centre de ce qu'on fait, c'est pas que des modalités alternatives. Tu sais, il y a quand même, comme tu dis... un cœur qui repose sur la médecine puis la science. Puis je pense que c'est de s'allier avec les doulas puis de faire des exercices de collaboration pour qu'on se comprenne mieux puis de travailler ensemble. Oui, puis ça, c'est reconnu scientifiquement aussi que la présence d'une doula diminue grandement les risques de césarienne, la prise de péridurale. Donc, il y a vraiment un impact là, très positif sur le déroulement d'une naissance. Mais je pense quand même qu'il y a une portion, tu sais, les symptômes pelviens nuisent à la qualité de vie. Les symptômes pelviens, oui, certains vont arriver avec la grossesse. Il y en a qu'on développe très jeune aussi avec des traumas ou de la constipation. On en parlait dans d'autres épisodes. Il y en a d'autres qui vont arriver avec l'âge, donc l'effet de l'âge, l'effet de nos changements hormonaux aussi. Donc, on a une vie pelvienne, puis on ne connaît pas notre région pelvienne. Moi, je pense que la grossesse, c'est un bon moment, puis justement, de développer ces connaissances-là sur la mécanique de l'accouchement, je pense que ça peut contribuer à éviter possiblement des blessures qui créent des béances qui sont peut-être irréversibles finalement, là. Ouais. Oui, il y a comme un gros travail d'éducation, mais c'est de voir comment pas rendre ça épeurant finalement pour les femmes. Ouais, parce qu'on veut qu'ils sachent, mais on veut pas qu'ils arrivent. Tu sais, il y en a plein qui n'ont pas accès à la maison des naissances. Moi, dans ma région, ils refusent presque systématiquement. Il y a trop de demandes. Fait que les femmes vont aller accoucher à l'hôpital. Mais je veux pas non plus qu'ils se présentent à l'hôpital puis qu'ils soient déjà en mode fight or flight là, dans leur système sympathique parce qu'ils sont à l'hôpital puis qu'on leur a donc dit que ça n'avait pas d'allure. Tu sais, c'est comme on veut dire les choses telles qu'elles sont, on veut dire la vérité. On veut pas cacher des affaires, mais on veut pas faire peur. Fait que, tu sais, je pense qu'on est comme en exploration de trouver c'est quoi la bonne formule, puis il n'y a pas vraiment de réponse. Non, puis c'est notre devoir de le développer, cette façon de communiquer-là qui va nous enlever finalement de cette culture de peur-là. Ouais. Par contre, tu sais, au niveau des méthodes d'accouchement, puis quand tu vas lire l'INSPQ, par exemple, l'Institut national de santé publique du Québec, dans les recommandations, c'est vraiment la femme qui doit choisir l'environnement de naissance qui la rend en confiance. Ouais. Puis là, tu sais, tu as parlé de maison de naissance, tu as parlé d'hôpital, mais tu peux aussi mettre au monde ton enfant chez maison. toi. Ouais. Définitivement. Fait que là, ça, c'est pas du tout apprécié parce qu'on a tellement cette culture-là de la part qui prend beaucoup de place, puis d'un coup. Mais, par exemple, moi, tu sais, là, je vais y aller avec comment je suis dans ma personnalité anxieuse. Moi, mon anxiété vient quand je perds le contrôle. Oui, ce qui est comme la définition de l'anxiété, un peu. Mais, il y a d'autres personnes qui vont avoir de l'anxiété quand ils sont au contrôle, qui vont préférer se sentir pris en charge. Oui, je comprends. Ouais. Que moi, plus je me sens pris en charge, plus je suis en train de paniquer. Ouais. Fait que, tu sais, moi, un environnement sain pour mettre au monde mon enfant, c'est où je domine le bateau. Je suis le capitaine. La capitaine de mon bateau. Oui. Fait que, tu sais, moi, dans cet esprit-là, mon choix de naissance, c'est mon nid familial. Oui. Tu sais, pour moi, c'est ça. Puis là, c'est vraiment vu d'un coup. Mais moi, mon cerveau comprend pas ça. Puis il y en a que c'est d'un coup, puis au cas où que. Moi, mon cerveau, c'est, non. Tu sais, d'être tout le temps dans les d'un coup, c'est là que ma peur arrive. Ouais. Fait que moi, j'aime mieux faire avec quand ce sera là, tu sais. Mais la littérature est parlante, là, quand même, là. Tu sais, là, les accouchements à la maison, il n'y a pas de risque de plus, là. Oui, puis... Mais ça, quand tu dis ça, c'est donc bien choquant, mais c'est comme c'est pas toi puis moi qui l'ai inventé, là, c'est des études scientifiques, là. Effectivement. Fait que...
Mais oui, ça reste tabou, puis ça reste controversé, là, je pense, comme choix de naissance. Puis t'es pas supporté par ton entourage. Tu sais, moi, j'en parlais pas que je prévoyais mettre au monde mon enfant à la maison parce que... Tout le monde a son grain de sel à mettre. Hein? Tout le monde a sa peur, puis ils veulent valider leur peur en la transmettant. Puis moi, j'étais pas réceptive à ça. Fait qu'on a notre devoir aussi de se protéger. Fait que effectivement, mais ça, tu sais, pour celles qui sont intéressées, il y a vraiment des réseaux d'entraide là, à ce niveau-là qui sont super intéressants. Fait que c'est important que les femmes aient le choix. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire ma façon de faire, c'est la bonne. Je suis en train de dire qu'on a 3 choix, finalement. Puis il faut choisir le bon, mais savoir qu'on a ce choix-là, c'est important. Fait que si, tu sais, côté béance vaginale, effectivement, je pense qu'il y a des traumas de naissance qui peuvent laisser des séquelles. Puis ces traumas de naissance-là, finalement, faut aller à la source. Puis je pense que de connaître son bassin, connaître sa région pelvienne, connaître comment ça bouge, un sacrum, un coccyx, des hanches, dans quelle position ça ouvre. Tu sais, je pense que toutes ces connaissances-là, les savoirs, ça nous outille à peut-être prévenir l'apparition d'une béance qui est problématique, là. Définitivement. Puis ça va permettre de faire des choix peut-être plus éclairés aussi au moment de la naissance. Si on est contraint... où on nous propose certaines procédures qui peuvent être ou pas utiles, dépendamment de la situation, ben on va pouvoir faire un choix qui est plus éclairé. Moi, je trouve ça vraiment plate quand j'ai des clientes qui me disent « Ah, je me suis sentie obligée de telle ou telle affaire » ou j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment respecté mes volontés. Puis qui ont finalement, sont vraiment déçues, tristes là, de l'expérience qu'elles ont vécue. Là. Mais ça passe par... l'éducation, puis même celles qui ont toutes les connaissances, ça peut rester difficile après ça de nommer son besoin puis de se faire entendre quand même. Là. Puis moi, c'est vraiment une mission de vie de redonner du pouvoir aux femmes qui enfantent. C'est vraiment hyper important pour moi. Puis moi, je l'ai vécu malgré mes connaissances, malgré ma confiance en moi, malgré ma fougue, d'avoir à me justifier, à me battre, puis aussi du monde bienveillant qui essayait de me convaincre que j'avais tort quand tout en moi me disait que c'était la bonne chose pour moi. C'est comme si ça s'était écarté, l'intuition, tu sais, c'est quand même fort, on le sait, là. Ouais, mais on nous a pas appris à écouter ça, autant pour nos décisions par rapport à notre corps, mais en général aussi, là. Ça, je trouve ça important qu'on en parle parce que on élève nos enfants à se déconnecter de leur intuition. Tu sais, juste un exemple rapide. On a eu des cours, nous, dans le micro-programme périnéal sur la prévention des agressions. Puis, tu sais, un enfant qui vient se cacher derrière nous quand il voit un inconnu ou qui voit quelqu'un qu'il connaît, mais il a le réflexe de venir se cacher. Dans le fond, c'est son intuition qui lui dit « t'es en danger ». Puis là, on va dire « ah, c'est un petit sauvage » ou... Fait qu'on va l'insulter, on va minimiser ou invalider son intuition. Puis là, le petit enfant, au bout du compte, il va finir par passer par-dessus, se déconnecter pour bien agir socialement selon les attentes. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment là une anti-bec de mon oncle. Mais c'est correct. Tu sais, c'est comme... Ben, s'ils veulent, si tes enfants veulent, si ça vient d'eux, qu'ils le sentent puis qu'ils ont envie. Mais, tu sais, moi, on n'obligera jamais mes enfants. Puis, quand ils viennent se protéger, moi, je me dis que c'est eux qui ont raison. Ben oui, parce que ce que ça leur apprend, c'est de ne pas écouter leurs besoins pour faire plaisir à l'adulte. Mais après ça, quel style d'attachement que ça développe, ça? Je ne peux pas écouter mes besoins pour faire plaisir à mon partenaire, à mon conjoint, dans ma sexualité, dans tout, finalement, là. Exactement. Fait que c'est comme si les besoins des autres étaient toujours plus importants que les nôtres. C'est un peu comme ça qu'on a tous été élevés. Puis je pense que c'est... On a tous été élevés de même. Ouais. Fais plaisir à l'autre, fais-y pas de peine, fais pas ci. Tu sais, c'est... Mais alors que finalement, ça part de nous. Prête ton jouet, là. Oui, dans certains cas. Tu veux pas le prêter, tu viens de l'acheter, ton maudit tracteur, puis t'es obligé de le prêter pour bien paraître au parc, tu sais. Fait que c'est beaucoup de faire plaisir aux autres, puis finalement, on se demande pourquoi on a tout... on faut tout aller en psychothérapie, parce que c'est ça, on a tous des problèmes. Mais oui, ben c'est ça. Écouter nos besoins, c'est important, puis ça part avec les petits, là, les tout petits. Oui, fait que passons-y pour qu'ils soient peut-être un peu moins déconnectés. Puis pour moi, tu sais, quand je regarde une de mes clientes, oui, il y a toutes mes connaissances scientifiques qui sont importantes, mais je vais toujours lui demander
elle voit ça comment, elle le sent comment, son expérience, sa culture, ses croyances, son vécu, je l'ai dit 2 fois, son intuition, tu sais, ça joue autant dans la balance que mes connaissances scientifiques. Ouais. Je pense qu'il faut remettre de la valeur là-dessus, puis je pense, tu sais, on verra. Parce que là, c'est en train de changer, puis on le voit. Puis, tu sais, beaucoup dans les hôpitaux aussi, ça change beaucoup la façon de faire. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, c'était pas... c'était sur le dos. Puis, je me rappelle, j'avais fait une conférence dans une halle d'allaitement, puis je parlais des positions d'accouchement il y a 15 ans. Tu sais, coucher sur le dos, quand il y a une contraction, bébé bute sur le sacrum, ça peut faire plus de blessures, c'est plus forçant, il passe ça moins. Devait être controversé. Ah, ça passait pas. Ouais. Là, tu voyais, tu sais, tout le monde m'écoutait, puis il était comme... Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? On n'accouche pas sur le dos, tu sais, c'est quoi ça? By the way, j'ai accouché 2 fois sur 4 sur le dos d'instinct, là. Fait que sachez, je suis pas contre le dos, là. Non. Ce que je suis pour, c'est d'écouter nos besoins. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que déjà, ça passait pas, puis... Il y avait une fille qui avait osé, elle avait dit, ben oui, mais moi, mettons, là, je dis à mon médecin, je vais accoucher à 4 pattes ou je vais accoucher debout. Il va me dire non. Oui, c'est ça. Il a 15 ans. Oui. Là, on est ailleurs, là. Je pense que c'est en train de changer tranquillement. Ça, tu sais, c'est graduel. Ça n'arrivera pas comme du jour au lendemain. Puis je pense que plus on éduque les femmes, plus qu'on est là-dedans, plus qu'on est comme des vecteurs de changement, puis qu'on permet... les changements, là, ils ont toujours passé par la société. C'est pas la science qui a fait des changements, c'est pas les professionnels qui ont fait des changements, c'est la société qui a évolué et la science a étudié. Oui, comme pas en amont, là. La science arrive après. Faut qu'on ait l'idée. Comment tu vas avoir l'idée si ça n'a pas évolué? Fait que ça part de nous, finalement. Fait que je pense qu'effectivement, les femmes qui enfantent en ce moment, c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là, mais en même temps, au niveau d'expérience, ça peut être vécu de différentes façons, là, d'avoir remis en question nos conditionnements, mais je pense que c'est quand même intéressant, puis les femmes sont de plus en plus connaissantes. Ils se parlent de plus en plus, sont de moins en moins gênés de parler de leur perte urinaire. Tu sais, vraiment, c'est de moins en moins tabou. Fait que je pense qu'on a des clientes qui ont de plus en plus de connaissances, puis ça va avoir de la valeur, puis je pense que ça va contribuer justement à changer le monde des naissances. Oui. En tout cas, on est là-dedans, on n'a pas le choix. Fait qu'en vrai dire, on a 2 choix. Soit qu'on étudie, puis qu'on étudie ça, puis qu'on suit la vague, ou qu'on est en résistance, c'est frustrant, puis on va contre. Mais c'est comme on n'a pas le choix un peu d'aller contre le courant parce que il y en a de la science. Il y en a plein de sciences qui existent qui démontrent que les pratiques actuelles liées aux naissances sont pas valides. Mais c'est encore présent. Tu sais, il y a une étude qui démontre que... Puis ça, c'est aux États-Unis. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est valide au Canada. Parce qu'aux États-Unis, c'est des données différentes quand même. Il y a quelque chose qui cloche, là. Ils sont dans les plus hauts taux. Oui, c'est ça, de césarienne. Puis... c'est le Brésil qui bat les records. Vraiment? OK. Ah oui, le Brésil, en césarienne, c'est vraiment les champions. Mais en termes de blessures ou de mortalité, pourtant, c'est censé être un pays très évolué, mais... Faudrait que j'aille encore une fois, je l'ai lu, mais j'aurais dû amener tous mes articles. Remplir la table. OK, là, c'est dans 8 pages là. Fait que, qu'est-ce que tu allais dire? Ben que même s'il y a des études qui démontrent que telle ou telle chose n'est pas favorable pour le périnée, puis que finalement, ça n'enlève pas un risque, c'est encore présent, je pense, quand même, dans plusieurs milieux. Donc, il faut que les femmes demandent ce qu'elles pensent qui est bon pour elles, parce qu'on va leur proposer d'emblée probablement plein de choses. Ben c'est ça, consentement éclairé. C'est ça. Oui, puis je pense que si on veut avoir des données fiables, moi, j'aime beaucoup aller sur l'INSPQ. Oui. Fait que ça, c'est accessible, les recommandations. Oui. L'Institut national de santé publique du Québec. Moi, j'aime beaucoup aller là-dessus quand j'ai des questionnements. Fait que vraiment, les recommandations, moi, dans ma dernière grossesse, c'était par rapport à mon surpoids. Les recommandations avaient changé, puis c'était devenu vraiment très violent, le suivi d'une grosse personne pour l'accouchement. Fait que là, tu sais, moi qui accouche en éternuant chez nous tout seul, là, c'était rendu qu'il fallait que je sois dans une salle de chirurgie avec épidurale au cas où.
Je me disais, ben c'est sûr, je veux pas tu l'épidurale. mets dans cet environnement-là, ça marchera pas. Là. C'est Comme... ça, je suis née en césarienne. Ben oui. Là. C'est l'opposé de mon besoin à moi. Là. On a tous nos besoins, c'est l'opposé du mien. Fait que j'étais vraiment super outrée. Fait que j'ai beaucoup lu sur ça. J'ai même participé dans mon CI3S à le développement d'outils contre la grossophobie, sortir les données scientifiques concernant les grosses personnes et l'enfantement. Fait que l'INSPQ, moi, j'ai beaucoup aimé aller feuilleter ça, là, le contenu pour m'instruire en consentement éclairé. Moi, ma référence préférée, c'est Evidence-Based Birth. OK. C'est un site anglophone. Mais ça regroupe énormément de littérature scientifique. Il y a un podcast aussi. Puis, je trouve souvent réponse à mes questions. Okay. Puis, résume là, la science. Là. OK, c'est intéressant. Parce que moi, c'est ça, je lis des mais c'est juste études. en anglais. Ouais. Ben, c'est correct pour moi, là, mais tu sais, j'en ai lu des études. Puis moi, ce que j'aime faire quand j'ai une croyance, professionnelle ou personnelle, c'est d'aller lire l'opposé de ma croyance. Oui. Parce que dans le fond, il pourrait y avoir une étude qui dit que n'importe quoi est vrai, là, finalement. Là. C'est parce, même quand c'est scientifique, il y a toujours... C'est pas facile de faire une étude, il n'y a pas un petit biais de croyance personnelle dedans. C'est ça. Fait que comment interpréter tes résultats? Puis moi, souvent, je ne vais même pas lire la conclusion d'une étude, parce que comment j'interprète les résultats, c'est pas la même façon que la personne dans l'étude, tu sais. Ouais. Fait que il y a tout le temps comme... Fait que ça, moi, j'aime ça, aller lire l'opposé de mes croyances pour les accueillir, parce que finalement, la personne qui a ces croyances-là, elle a raison. Pour elle a raison. Mais elle a raison. Puis moi, j'ai raison. Fait que moi, j'aime ça venir prendre l'opposé de moi pour justement devenir un peu plus modérée. Fait que ça, je trouve ça bien. Fait que tu sais, j'en ai lu des articles qui disaient justement les déchirures seraient prévenues si on provoquait tout à 38 semaines. Puis le médecin qui écrivait ça, il était vraiment convaincu. Ouais. Fait que tu sais, il y a eu une étude là-dessus. Fait que dans un hôpital, pendant je sais pas combien de temps, ils ont provoqué tout le monde pour voir est-ce qu'il y a moins de déchirures à 38 qu'à 40, mettons. Finalement, ça avait aucun rapport, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a quand même eu cette croyance-là. Ouais. Fait que, avec notre vécu, on gagne en expérience sur notre propre corps. Mais je pense que, si on peut résumer ce podcast-là, je pense que l'important, c'est d'avoir cet intérêt-là, de découvrir notre propre corps, puis de devenir notre propre professionnel. De se faire confiance là-dedans aussi, d'aller chercher de l'accompagnement quand on en sent le besoin, avec des personnes qui nous inspirent, puis qu'on sent que ça connecte, puis après ça, de se faire confiance. Exactement. On n'a pas toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous tient par la main. Ou qui sait mieux que nous. C'est ça. Parce que ça aussi, tu sais, quand j'ai eu ma plainte à l'ordre, c'était un des enjeux. Arrête de dire, par exemple, que faut pas, tu sais, les professionnels, c'est important, là. Tu sais, je veux dire, on est important parce qu'on a des connaissances qu'on veut transmettre. Mais je pense que ce que j'essaie de dire, là, peut-être des fois, je suis un peu maladroite, c'est développer donc cette envie-là de découvrir votre corps. Tu sais, c'est plus ça, je pense, mon message, que on n'aura plus besoin de personne. Parce que moi, j'ai besoin tout le temps de quelqu'un. Tu sais, quand j'ai mal à quelque part, je vais voir ma physio ou mon ostéo ou ma masso. Ou temporairement pour cet épisode-là. Ouais. Selon le besoin, parce que là, j'y arrivais pas seule. Puis je reconnais le besoin d'aller voir ma pro. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Puis je pense que c'est cette partie-là qu'il faut qu'on développe. Comment prendre soin de sa région pelvienne. Ça a un effet sur notre corps et notre qualité de vie. Tellement. Ouais. Ouais. Hey, on va-tu souper? D'accord. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu là. Fait qu'on finit ça de même. Bon souper, gang. Bye.